Il est revenu un jour de carnaval chinois. Tout le monde, à Saint-Ambroise, est à chaque fois surpris quand arrive le nouvel an chinois. Entre janvier et février, on le sait plus ou moins. D'une année à l'autre, la date du nouvel an chinois se déplace au gré des humeurs du soleil et de la lune. Ce n'est pas comme le défilé du 14 juillet qui tombera toujours un 14 juillet, qu'il grêle ou qu'il neige ce juillet-là, ou l'armistice, le 11 novembre, ou la Saint-Valentin, le 14 février. Contrairement à d'autres endroits de la ville, le nouvel an chinois à Saint-Ambroise avance à tâtons, presque sur la pointe des pieds, en rasant les murs. Comme si les Chinois de Saint-Ambroise ne voulaient pas effaroucher, même ce jour-là, ne pas déranger. Faire la fête en catimini. Sauf que le nouvel an chinois se fête à coups de couleurs criardes, de gongs, de cymbales, de tambours et de pétards. Mais il faut bien se débarrasser des influences mauvaises de l'année qui meurt. Mais il faut bien repartir d'un pied nouveau. Mais il faut bien célébrer les promesses nouvelles. Le défilé se déroule invariablement sur le même tronçon du boulevard Voltaire, entre la place Léon Blum et le boulevard Richard Lenoir. Jamais au-delà. La veille, aucune décoration, aucune banderole, aucun cotillon, rien ne vient habiller le boulevard Voltaire pour annoncer la fête. Jusqu'au premier crépitement de pétards. Et là, un moment surpris et vaguement inquiet, ne comprenant pas ce qu'il se passe, Saint-Ambroise finalement réalise « Ah oui, c'est le jour de la fête des Chinois ». Quelques riverains du boulevard ouvrent alors fenêtres et volets pour assister, à travers l'objectif d'un appareil photo ou d'un caméscope, au défilé des dragons et des tigres chaussés de Nike et de Reebok. Une toute petite fête, le nouvel an chinois à Saint-Ambroise. C'est ce jour-là qu'est revenu Guillaume Alexandre de Montfaucon. La fenêtre ouverte laisse flotter quelques mesures de Back to Black, en boucle. Le mamba vert digère enroulé sur lui-même dans le champ de maïs. Je suis tranquille. À travers le treillis des feuilles et des pieds de maïs, je la vois. De dos, mère. Me parviennent les voix de Sorachile et de Melsa, et aussi 3 autres voix. 2 hommes et une femme. L'un des hommes est Nosferatu. L'autre homme et la femme, des Chinois. Je ne les reconnais pas, ne les connais pas. Sans doute les voisins que mère avait promis d'inviter. Le mamba vert au milieu du champ de maïs se déroule et rampe vers la maison. La fenêtre éclairée de la cuisine. Mère est toujours de dos, en train de couper des légumes. Elle ne m'entend pas entrer par la fenêtre. Un moment, je reste là à l'observer, de dos, belle. Des oignons, des courgettes, des tomates, des olivettes, déjà coupées. Plus vraisemblablement parce que mère coupe toujours les oignons en dernier, des courgettes, des tomates, des oignons déjà coupés, des pois cassés, de la coriandre, de cube magie et une moitié de gigot, de l'agneau. Mère ne s'est pas encore rendu compte que je suis entré par la fenêtre et que je me tiens là, à me dire « cette femme est trop belle pour être une mère, pour n'être qu'une mère ». Mère est une femme splendide, ardente. Mère est une femme ardente et splendide. Elle est encore jeune. Pour son âge, elle est encore jeune. Elle est jeune, sans âge, un corps splendide. Pour avoir allaité 2 enfants, Sorachile et moi, elle a des seins avec des attaches encore fermes, de beaux seins. Des seins qui tiennent dans mes mains, comme juste fait pour elle. Vraiment de beaux seins.
Mère est encore jeune. La première chose dont je me souvienne, lorsque je remonte le temps, la première morsure dans le sein gauche de Mère, c'est la dernière chose dont je me souvienne. Je sortais de l'aube du vagissement. Je ne faisais pas mes nuits, je faisais mes dents. Mes dents me démangeaient, ça me faisait mal. J'ai eu envie de les soulager dans quelque chose de doux, les seins de Mère. Mère a des tétons turgescents et souples, cernés d'aréoles roses. Le souvenir, c'est cela. Le plaisir qui a pénétré mes incisives naissantes, qui a pénétré mes gencives, pénétré ma langue, pénétré ma bouche, pénétré ma gorge, tout le corps jusqu'à mon bourgeon de sexe. Le souvenir, c'est ce plaisir qui m'a pénétré alors. Le souvenir, ce sont aussi les yeux de Mère, mi-clos de volupté étourdis au moment où j'ai planté mes petites dents dans son téton. Mère m'a allaité jusqu'à l'âge de 5 ans. Après la naissance de Sorachilé, papa a prié pour un garçon, Mère a prié pour un garçon. Tout le monde en secret voulait un garçon. Je suis né garçon. Tout m'était permis, un garçon. J'ai tenu le sein de Mère entre mes lèvres, mes dents, jusqu'à ce qu'elle n'eût plus de lait. Jusqu'à l'âge de 5 ans. Papa n'y a vu, c'est la chute sur le front qui a provoqué l'irréversible. Parce que c'est grâce au front que l'on se souvient. Les lobes frontaux, comme leur nom l'indique, étant situés juste derrière l'os du front. Aucun mal. Papa n'y a vu aucun mal. J'aimais mordiller les tétons turgescents et souples de Mère, et Mère aimait cela. Plusieurs fois, le nourrisson a observé la Mère aimer cela. Il n'y a jamais eu entre eux de hareux, de mots, de regards complices, encore moins pour que cela advint. La bouche de l'enfant et les seins de la Mère le leur ont imposé, le leur ont peut-être rappelé, comme un souvenir d'avant l'éclosion du commencement. Elle désirait un garçon, il était né garçon, pour elle. Elle aimait, elle a toujours aimé qu'il lui fît ça, et lui aimait le faire. Un secret d'outre-ventre. Jusqu'à l'âge de 5 ans, sous le regard inquisiteur de Sorachilé, le père n'y a vu aucun mal. C'est à l'impasse de cette morsure dans le sein gauche de sa mère que s'adossent tous les autres souvenirs. De beaux seins, vraiment de beaux seins. Le serpent rampe jusque dans le salon, et du sang, sur le coin de la table de cuisine, du sang de la moitié de gigot d'agneau. Mère ne m'entend pas m'approcher d'elle. Autour de la table basse du salon, Sorachilé, Melsa et une femme, l'une des deux voix que je n'avais pas reconnues. Elle joue. Nosferatu est un homme, l'autre voix, non identifiée de tout à l'heure, devant la télé, du tennis, du volley, du ping-pong, du sport, en silence, avec des visages graves de prière devant l'autel de l'écran, tout comme les femmes autour de la table, mari et femme, les deux voix inconnues. Probablement les voisins de Mère, les Chinois, bridge, rami, belote, un jeu de cartes. Le mamba vert se faufile sous la jupe de Sorachilé. Elle rit aux éclats, soudain, comme chatouillée au-delà de son intimité par le reptile. Tu ne feras pas ça, Ézéchiel. Sa mère ne s'est pas retournée. Elle l'a reconnu. Immobile en apnée, elle se persuade qu'elle se trompe sur la chose qui a fait le fils enjamber la fenêtre comme un voleur pour se tenir là, dans son dos, immobile. Tu ne feras pas ça, Ézéchiel. Sa mère n'a pas parlé, mais les cendres de la question flottent encore dans sa tête. Écho qui refuse de mourir. Dans sa trajectoire, le couteau, celui des légumes et du morceau de viande, est resté en suspens au niveau de l'épaule, sans agressivité. Même lorsque la mère rampe le long de la hanche, elle ne se retourne pas. Elle ne bouge pas.
Sa chair accueille la caresse du Fils dans un frémissement effaré. Sa respiration s'affole soudain. Pas en ce lieu ni en ce temps, Ézéchiel. Pendant que ses paumes lèchent ses hanches. Vivement, elle se retourne, le couteau toujours à hauteur d'épaule, sans agressivité. Le désir de son souffle dans le souffle du désir du Fils. Pourquoi te tiens-tu nu devant ta mère, Ézéchiel? Puis la mère observe son propre corps nu, suyant déjà la moiteur de l'enchâssement, sans comprendre. Elle balbutie. Pourquoi suis-je nu de face à toi, mon fils? Pour la première fois, depuis que de la fenêtre ouverte, j'ai vu mère nue, je découvre ma propre nudité, dans le miroir de la supplique de ses yeux. Tu es nu, Ézéchiel, pour dire « Je suis nu ». Son regard s'élève au-dessus de mon épaule. Ils sont là, Ézéchiel, dans l'encadrement de la porte, Sorachile et Melsa. Melsa et M. Démon Faucon, que ta sœur appelle Nosferatu. Nosferatu tient Melsa par la taille. L'autre couple, ce sont les voisins du troisième. Ils viennent d'aménager, je t'en ai parlé. Les deux couples se tiennent de chaque côté de Sorachile, légèrement en retrait. La voix de mère est soudain lasse, presque éteinte. Je me suis résolu à les inviter. Des gens bien, tu verras. Des gens bien. La voix est moite, intérieure. Une imploration. Ils nous regardent comme s'ils attendaient le clic d'un appareil photo. Une photo. De la main gauche, la mère tient le sexe du fils. Ne fais pas cela de nous, Ézéchiel. La main droite levée tient toujours le couteau, sans agressivité. Le sexe dans la main gauche et le couteau dans la main droite. Pas en ce lieu ni en ce temps, Ézéchiel. Puis le corps de la mère se dérobe, hagard, jusqu'à l'impasse du mur. La mère entre le mur et le fils. Sa nudité contre sa nudité. Son allaitement dans son allaitement. Je vais crier, Ézéchiel. Et la langue du fils fond dans la langue de la mère. Longuement. Ça ne se fait pas, Ézéchiel. Déjà, il l'a soulevé. Ses mains sous ses cuisses repliées, levées, écartées, contre le mur. Et il enfonce son désir dans le refus docile de sa mère. Sa nudité dans sa nudité. Ne le fais pas, Ézéchiel. Il le fait. Et la porte est ouverte. Il le fait. Laisse-moi refermer la porte. Il le fait. Au moins la rabattre. Il le fait. Il suffirait que quelqu'un se retourne pendant que la voracité écarlate de son plus secret l'aspire, l'enveloppe, l'atomise. Je vais crier, Ézéchiel. Je le fais, je le fais, je le fais. Supposons même qu'un jour je le fais, votre père, je le fais. Un espoir, je le fais. L'espoir ne coûte rien, je le fais. Supposons qu'un matin je le fais, ou un après-midi je le fais, ou un soir je le fais. Pourquoi d'ailleurs un matin je le fais? Il n'y a pas de raison que ce soit un matin, ou un après-midi, ou un soir, je le fais. Mais supposons. Supposons que votre père ouvre les yeux, je le fais. Qu'il reprenne connaissance, je le fais. Qu'il revienne parmi nous, je le fais. Qu'il fasse « Oh, ah », je le fais. Supposons. Ce serait comme si je le fais. Un matin, je le fais, ou un après-midi, je le fais, ou un soir, je le fais. Pourquoi d'ailleurs un matin, ou un après-midi, ou un soir, je le fais, je le fais, je le fais. Vous vous réveillez sur Saturne, je le fais, ou sur Jupiter, je le fais, sans savoir comment vous y aviez atterri, je le fais, je le fais, je le fais. Supposons. Parce que depuis le jour de ce qui est arrivé, je le fais, le cerveau n'a plus intégré la moindre information, je le fais. Plus rien, je le fais, désormais n'existera pour lui, je le fais. Je ne parle pas, je le fais, de mort, non. Je le fais, je le fais, je le fais. Parce qu'il y a le corps qui refuse de se putréfier, je le fais. Le corps qui croira se réveiller, je le fais. Le corps qui croira se lever, je le fais. Le corps qui croira marcher, je le fais. Le corps qui croira nager, je le fais. Le corps qui croira voler, je le fais. Je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Je le fais, je le fais, je le fais. Le corps qui croira, je le fais. Mais ce n'est qu'une croyance. Depuis ce qui est arrivé, je le fais. Tout s'est dissous, je le fais. À commencer par je le fais, le corps.
qui refuse de se putréfier. Je le fais. Ce qui repose là dans le lit, je le fais. Plus jamais ne redeviendra un corps souffrant. Je le fais, je le fais, je le fais. Vous vous imaginez un corps, je le fais, qui ne souffre plus, je le fais. Et votre Père n'est plus qu'un corps croyant, je le fais. Faites-vous une raison, je le fais. Votre Père a perdu sa place parmi nous. Et la mère ne crie pas, ne criera pas. Il le sait. Même de la plus incandescente des jouissances, elle préférera marcher à genoux sur un chemin de ronces, de pierres, de braise, plutôt que de se laisser surprendre avec en elle la chair de sa chair, plutôt que de hurler l'orgasme auquel la soumet le désir hérétique de son fils, ou même simplement l'imaginer. Quelqu'un pourra se retourner. C'est l'espoir que quelqu'un se retourne qui fait à chaque instant se gonfler de toutes les ténèbres de la création, la chair de son fils dans sa chair. Il n'ira pas au-devant de cela, ne le provoquera pas, mais que quelqu'un du salon mu par Dieu sait quel hasard se retourne. La jouissance, c'est cela. L'idée que sa mère, les paupières dissoutes par la peur d'être surprise, réprime et dégoût volupté, jusqu'à ce que quelqu'un se retourne pour hurler à l'hérésie en ce lieu et en ce temps. Il faut que je crie, Ézéchiel. Je dois crier. La voix, cette fois, remonte du royaume des commencements. Un jour, un chaton, une portée découverte au cimetière du Père Lachaise, un jouet, brutalisé jusqu'à la torture. La mère gronde faiblement, arrête Ézéchiel de faire des misères à cette pauvre petite bête. Je le dirai à ton père. Elle ne dira rien au père. Encore une de ces menaces affectives, comme dit Sorachilé, menaces sans effet, juste pour dire « Je suis ta mère, je ne serai jamais pour toi une occasion de chute. » Menace affective. Mais cette fois-là, il voulait pousser sa mère à ses limites, la repousser jusqu'à l'impasse. Il prit un couteau et le mit sous la gorge du chaton, les yeux dans les yeux de sa mère. Un défi. Tu ne feras pas ça, Ézéchiel. Il ne se rendit compte que le couteau s'enfonçait dans le miaulement du chaton, qu'à la chaleur du filet de sang sur sa main et au léger trahissement du petit corps entre ses doigts. Je le dirai à ton père. Le père ne l'a jamais su. Menace affective. Un léger pincement dans l'occiput, une gêne plus qu'autre chose, persistante dans le dos, le ruissellement indolent de cette même chaleur qui avait hurlé entre ses doigts lorsqu'il avait enfoncé au royaume des commencements le couteau dans la protestation du petit chat enlevé au Père Lachaise. Son sang paresseusement dans le lit de son dos jusqu'à la faille de ses fesses, jusqu'au ventre de son sexe, jusque dans le sexe de sa mère. Le mamba vert sort des jambes de Sorachilé pour glisser le long de la cuisse de Melsa jusque... Je vois le couteau après la caresse du sang, de face. Le couteau qui, des doigts de mère, s'élance fébrilement au ciel en une ultime prière désespérée pour plonger dans mon occiput. Plus je m'oublie profondément, plus secrètement en elle, plus le couteau s'élance et plonge. S'élance et plonge, 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 et plonge, et plonge, et plonge, jusqu'à ce qu'au plus profond, au plus secret d'elle-même, elle reçoive une giclée, la brûlure de ce qui ne se fait pas. Le corps de la mère, un mouvement sec et bref, se cabre stupéfié. Le couteau levé, immobile, à nouveau vidé de toute agressivité, en apnée. Puis un soupir, aspiré. Stupéfié que ça se soit passé, déjà fini, stupéfié que le couteau s'échappe de sa main pour rebondir sur le sol, plusieurs fois rebondir comme une boule de caoutchouc, une balle, rebondir lentement. Stupéfié peut-être que la terre ne s'ouvre pas
pour les entraîner, son fils et elle, loin de la face du monde, et que l'espace et le temps ne se dérobent pas autour d'eux, et que le bleu du ciel ne crie pas la colère rouge du feu pour consumer l'opprobre, et qu'au fond, ce ne soit que ça. Stupéfieux que tout soit si calme, soudain, presque immobile, comme dans ces films d'enfance où le beau vase se brise dans une chute interminable, sans bruit, en mille silences. De la gaze sur le carreau. Stupéfieux que son sexe ait pleuré de jouissances inédites, d'en avoir la fraction d'un soupir éprouvé de la gratitude pour son fils, d'en avoir été heureuse finalement. Dans l'occiput, bien que je n'y ressente rien, juste un léger pincement dans le creux de la nuque, je pense, c'est ça mourir. C'est donc ça. Ce n'est donc que ça. Longtemps après le sang et le couteau, j'entends les cris. Depuis quand mère crie-t-elle en me plantant ce couteau dans la nuque? Que fais-tu de nous, Ézéchiel? Puis, elle se tait, le couteau suspendu, toujours sans agressivité, pendant que s'échappe de ma gorge, de mon sexe, de tout mon être, la sève hurlée, étrangement lumineuse de ce qui ne se fait pas. Mère ne crie pas. Elle ne crie plus. Je ne crie plus. J'écoute le halètement de mon sexe essoufflé dans l'incrédulité de son secret qui se referme sur « Qu'as-tu fait de nous, Ézéchiel ?» Guillaume Alexandre de Montfaucon quitta son studio de la rue de la Folie-Regnault et cessa dans la foulée de fréquenter l'université de la rue d'Assas. On le vit déambuler du côté de la place de la Nation durant tout le mois de décembre. Il était facile de le remarquer. C'était le jeune homme aux sourcils en folie, vêtu d'un loden rouge et coiffé d'un chapeau tyrolien carmin au milieu de la multitude terne de l'hiver. Simplement déambulé, absent, comme devenu soudain bancal du cerveau, avaient dit ceux du quartier Saint-Ambroise lorsque ceux de la place de la Nation leur apportèrent le manège du fils des bouchers des Montfaucon. Place de la Nation où l'on pensait également que ce jeune homme n'avait plus toute sa tête à tourner comme ça en rond. On l'avait surnommé le cardinal. Et il est vrai qu'avec son long manteau rouge et son chapeau carmin, le fils de la Polonaise avait quelque chose des cardinaux du Vatican. Juste après que la police lui lavait du sang de ses parents, on ne l'avait plus revu, place de la Nation, ni nulle part ailleurs dans la ville, jusqu'au jour où, 7 mois plus tard, quelqu'un venu du sud leur a appris qu'on avait aperçu le fils de la Polonaise du côté de Marseille, sur la Canebière, toujours à tourner en rond absent et que là-bas, à Marseille, on l'appelait le fada de la Canebière. Et puis à nouveau, plus rien. On n'entendait plus parler du fils de la Polonaise pendant de nombreuses années. Mais le quartier savait que s'il n'était pas mort ou devenu complètement fou, tôt ou tard, il réapparaîtrait. Car l'héritage des Montfaucon, l'appartement familial de la cité Popincourt, plus 4 autres rues Pasteur et 2 autres rues Saint-Sébastien l'attendaient. Et il réapparut. Un mois de février, en plein nouvel an chinois, en légionnaire. Les sourcils en bataille et le regard plus fou que jamais. Les jours qui suivirent son retour, le fils de Montfaucon resta cloîtré chez lui, volet clos. 7 semaines plus tard, en pleine nuit, la lumière zébra les persiennes de l'une des fenêtres du 3e étage du 3 de la cité Popincourt. Les rideaux furent tirés
les volets ouverts, et la silhouette de Guillaume Alexandre de Montfaucon, l'Audaine rouge et chapeau tyrolien carmin et limé, s'avança dans le cadre de la fenêtre comme poussé au devant de quelque mission par le Nabucco de Verdi qui enflait derrière lui. Ceux qui les premiers assistèrent à cette apparition diront plus tard « C'était comme au théâtre ou à l'opéra, du moins ce qu'on imagine être l'opéra. » Le Nabucco enflait et lui restait là, les mains jointes appuyées contre le menton, la tête légèrement inclinée, à murmurer Dieu sait quoi, les yeux clos. Peut-être une prière, peut-être tout simplement les mots que faisaient courir la soprano et la mezzo-soprano le long du vol des violons. Inspiré. Bientôt la musique attira les premiers badauds. Lorsqu'il sentit que sous la fenêtre l'assistance avait grossi, de Montfaucon ouvrit les yeux en même temps que les bras, soudain. Puis l'index prenant à témoin le ciel, il posa un regard de feu sur l'attroupement de curieux et étonnant avec véhémence et fata. Je ne me tiens pas devant vous en mon propre nom, mais au nom de l'ange qui porte sur le front une croix de feu. Je ne suis pas ici pour vous convaincre, mais parce que la fille aînée de l'Église a fait de moi l'annonciateur. Car j'ai vu des choses. J'ai vu l'Élysée an dans l'étreinte du dragon ancien. J'ai vu l'Élysée coiffé de 7 minarets dont les pieds et les pics se perdaient dans un firmament aveuglé par leurs brasiers. Et du pic le plus haut des 7 minarets, celui que l'on voit de n'importe quel endroit de la terre de France, j'ai vu le dragon ancien, au regard ancien, à la langue mauvaise, au souffle mauvais, leur hurler de laver jusqu'à la dernière goutte de sang la figure de Dieu de la souillure que nous sommes. Alors j'ai vu par centaines, par milliers, par millions, poignards, sabres et haches brandis. Et partout, dans toutes les villes de France, dans tous les villages de France, dans tous les hameaux de France, je les ai vus chevaucher le dragon au sourire terrible pour donner la chasse aux hommes et aux femmes et aux enfants de France, comme à de vulgaires ragondins. Et partout affleurent les germes de la dernière apocalypse. Ce n'est pas nous qui l'avons déclaré, cette guerre. Ce sont eux qui, les premiers, ont allumé le feu et tiré l'épée. Ils ont tiré l'épée. Ils ont tiré l'épée. Ils ont tiré l'épée. Il est donc normal qu'ils périssent tous par le fer et par le feu, et ils périront. Pour n'avoir pas respecté la France, vous périrez. Moi, je vous le dis, de gré ou de force, vous allez respecter la France. Pendant près d'1 heure, Nosferatu martela avec des gestes traversés de transe cette seule phrase. Vous allez respecter la France. La police, appelée par les voisins pour tapage nocturne, l'écouta un moment, puis se retira en souriant, les mains dans les poches. Le quartier se dit alors, décidément c'est de Montfaucon, la police là à la bonne. Déjà pour le meurtre de ses parents, elle avait fermé les yeux et voilà que maintenant, certains n'hésitèrent pas à conclure que soit de Montfaucon travaillait en sous-main pour la police, agent, espion, indique, mouchard, soit pour des raisons obscures, il les tenait par les couilles, et qu'il était, par conséquent, inutile de se crever le cul à aller chercher des poux là où, de toute façon, les policiers n'oseraient jamais. Par la suite, chaque fois qu'il ouvrait son opéra, le quartier se contentait de l'écouter distraitement, sans plus jamais chercher à y mêler la police. De Montfaucon lui-même, peut-être parce qu'il s'était rendu compte que le public se pressait de moins en moins nombreux sous sa fenêtre, espaça ses prestations. 1 ou 2 fois par mois, les 3 derniers mois, toujours la même fenêtre, toujours le même costume, toujours le même Verdi, toujours la de nuit, toujours la même lumière et, surtout, toujours la même ritournelle. Des phrases à quelques mots près, empruntées à la Bible, des cantiques, bien que personne ne l'eût jamais vu franchir les portes de l'église de Saint-Ambroise. Le quartier avait fini par se lasser, d'autant que le feu du ciel, maintes fois invoqué, ne descendait toujours pas pour frapper les rats qui avilissent la France. « Votre maman est là, petit ?»
Le cou tendu, Nosferatu projette son regard derrière Ézéchiel dans la maison. Ézéchiel ne desserre pas les lèvres. C'est-à-dire que même si par quelque miracle, tout est possible, votre père parvenait à ouvrir les yeux et même à dire bonjour, bonsoir, il ne pourrait plus actualiser aucune information, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, il n'aura plus de souvenirs. Il se contente de boucher de son corps l'entrebâillement de la porte. « Ça va, petit ?» Ézéchiel ne répond pas, pensant « Qu'est-ce que ça peut te foutre ?» « Elle est là, votre maman ?» Nosferatu tend à nouveau le cou pour glisser son regard derrière Ézéchiel. « Ce n'est pas bon de vivre dans le noir, petit. Ça ne fait pas du bien à la tête. À l'âme encore moins. » « Parle pour toi, s'est dit Ézéchiel. Mais ça, il faut que je trouve un moyen de la revoir. Peut-être l'inviter à prendre un café, c'est anodin un café, mais en même temps, ça en trouve quelque chose. Elle voit que tu avances un pion. Il faut qu'elle se prépare, sinon au prochain coup, c'est échec et mat. À moins qu'elle ne choisisse de s'en amuser, me laisser avancer mes pions pour s'amuser de moi. En tout cas, si elle accepte le café, c'est pas non plus bon pour la tête de rester sans rien faire de ses journées, petit. C'est ça, continue à te mêler de ce qui ne te regarde pas, s'est dit Ézéchiel. Pourquoi vous ne vous trouvez pas un job, un boulot, quelque chose? En même temps que coulisse dans le cerveau d'Ézéchiel l'image à la fois fugace et nette. Sa mère, la nuit, sur la pointe des pieds, quittant l'appartement pour aller frapper une caresse à la porte de Nosferatu. La porte s'ouvrant sur lui, corps nu, dans la tension fébrile du désir, à bout d'attente. La porte se refermant après eux et les deux langues fiévreuses fondant l'une dans l'autre. Personne t'a vu entrer? Non. Et là, contre la porte, lui plantant ses deux crocs dans la veine du cou. Ma mère n'est pas là, balbutie les lèvres d'Ézéchiel avec un mélange de lassitude et d'exaspération non dissimulée. Le travail, hein? Ouais, le travail, oui. J'ai vu qu'elle fréquentait les Chinois, ceux qui viennent d'aménager. Je ne suis pas le père de ma mère. C'est la chute sur le front qui a provoqué l'irréversible, parce que c'est grâce au front que l'on se souvient. Les lobes frontaux, comme leur nom l'indique, étant situés juste derrière l'os du front. Elle fréquente qui elle veut. Les deux hommes se taisent. De Montfaucon se lisse la moustache. Ézéchiel se retourne, jette un coup d'œil à l'horloge au-dessus de la fenêtre, puis se tourne à nouveau vers lui. « Qu'est-ce que vous voulez au juste, monsieur de Montfaucon ? J'avais promis à votre mère de venir la voir. On peut savoir pourquoi ? Affaire personnelle. Personnel comment? Personnel à moi. Ça ne la concerne pas directement, mais elle pourrait m'aider, me conseiller. À quel titre? Histoire de copropriétaire, en partie. Vous dites qu'elle doit être à court d'argent puisque mon père est mort. Mais non. Vous dites qu'elle ne fera plus d'histoire pour vous céder l'appartement. Mais non. Vous dites, j'ai tout simplement besoin de ses conseils. Ma mère n'a de conseils à dispenser à personne. Surtout pas à vous. Vous ne m'aimez pas, hein, petit? Ça m'agace qu'il m'appelle petit, ce con. Et pourquoi devrait-on l'aimer? Ou même le haïr? Outre l'amour et la haine, n'y a-t-il pas l'indifférence, Nosferatu? Comme les autres habitants de l'immeuble, et même de tout le quartier. Votre sœur et vous me détestez. Mais moi, je sais que, au nom de tous, je fais ce que j'ai à faire, ce que je ferai. Tout le monde le verra. La France entière me verra. De Montfaucon enfonce sa main dans la poche de gauche de sa veste et tend une lettre à Ézéchiel. J'étais venu vous remettre ceci à votre maman. Ézéchiel regarde du coin de l'œil la lettre sans esquisser le moindre mouvement. C'est à propos de l'affaire de copropriété pour laquelle je sollicite ses conseils, son aide. La lettre est toujours entre les deux hommes, parce qu'elle est la seule personne de tout l'immeuble à m'adresser la parole. Ézéchiel prend finalement la lettre. Merci, petit. Bon, maintenant, monsieur de Montfaucon, j'ai affaire. Ézéchiel se retire de l'entrebâillement de la porte, mais sa voix le retient par la nuque. Vous êtes né après.
Vous ne pouvez pas comprendre. Ce quartier n'a pas toujours été ainsi. C'était un village ici, des boucheries. À l'angle de la rue Pasteur, il y avait une boucherie qui restait ouverte jusqu'à 11h, minuit. Vous vous rendez compte, une boucherie ouverte jusqu'à 11h du soir. Un village, c'était ce quartier. Des boucheries, des papeteries, des cafés. Où en vois-tu désormais, Ézéchiel? Un village, c'était ici à l'époque. Il n'y avait pas qu'une boucherie, qu'une boulangerie, mais 3. Et ces gens ont tout tué avec leur pognon gagné Dieu sait comment. Il n'y a que les Arabes qui ont tenu le coup. Tels des roseaux, leurs petites épiceries ont résisté au souffle du dragon. Comme quoi, mais bon, ça reste des Arabes. À la mairie, ils disent qu'ils font tout ce qu'il faut pour arrêter le mouvement, mais on ne voit rien changer. Jour après jour, la gangrène progresse. Maintenant, il remonte et l'avenue Parmentier, le boulevard Voltaire. Putain de confection. Et le bouquet, c'est que, vous l'avez probablement remarqué, famille est venue s'installer en face de chez moi, Les voisins de maire pensent Ézéchiel. Sous mon nez. Et le maire qui laisse faire. Mais les gens commencent à réaliser. Et ça gronde dans le quartier. Les gens sont à bout. Ça gronde. En silence, mais ça gronde. Aux prochaines municipales, il ne passera pas, le maire. Les gens ne sont pas contents. Il ne passera pas. Votre maman, elle revient quand? Aucune idée. Partout, ça râle. La boulangère dit qu'elle ne pourra pas tenir. Les pressions qu'elle subit pour céder le bail, le triple, il lui propose, le triple. Parce qu'ils en ont de l'argent, eux. Ils sont disposés à payer n'importe quoi, en liquide. Et aux propriétaires et à la boulangère pour faire sauter la dernière boulangerie qui nous reste. Personne ne sait d'où ils le sortent, tout cet argent. Mais ils ont à ne plus savoir quoi en faire. Oh ça, oui, ils ont leur putain de pognon. C'est à coup de pognon qu'ils vont nous bouffer. À coup de pognon. Et de patience. Parce que c'est rudement patient, un Chinois. C'est pas comme les Arabes, excités, impatients, toujours prêts à sortir le poignard. Les Arabes, c'est encore un autre bazar. Eux, ils sont nés dingues. Des Montfaucon et Écume tourne sur lui-même en essayant de remettre dans son pantalon sa chemise qui, dans son excitation, est sortie. Pour la première fois, depuis que je connais cet homme, j'ai découvert en lui quelque chose d'autre, englué, tel un oiseau mazouté. Dans ses vomis verbaux, j'entrevois quelque chose d'humain, des désespéréments humains qu'on aimerait accueillir à sa table pour rompre le pain. Quelque chose peut-être que mère a entreaperçu. Mais les gens s'organisent petit. Arrête de m'appeler petit du con. J'ai pris une pétition anonyme chez la pharmacienne. Elle invite les riverains à aller pendre la crémaillère jeudi prochain, toute la journée, avec femmes et enfants, à l'occasion du changement de propriétaire du Popincourt, qu'on appellera désormais au péché mignon. Le café à l'angle de la rue Popincourt et de la rue du Chemin Vert. Consommation gratuite. En réalité, le nouveau propriétaire prend prétexte de cette crémaillère pour bloquer les 2 rues par lesquelles transitent leurs camionnettes. Une kermesse de résistance, de protestation tranquille. Occuper la rue, l'espace, rappeler qui sont les maîtres des lieux, calmement, marquer son territoire, calmement dans un premier temps. Toute cette confection, ça tue le quartier. Puis des Montfaucon tourne les talons. N'oubliez pas de remettre cette lettre à votre maman. Monsieur, connaissez-vous été marié? Mieux vaut coucher avec une truie. Après ce qui est arrivé à votre père, l'activité cérébrale s'est réduite aux seules fonctions végétatives qui assurent la vie. Équilibre hormonal, circulation du sang, respiration, cligner des yeux, entre autres. En un mot, la mécanique du corps. Votre père est par conséquent, jusqu'à un certain point, évidemment, physiquement mort, vivant. Jusqu'à un certain point. Je ne parle pas pour votre mère. À nouveau, Nosferatu tourne sur lui-même, comme une bête en cage, sans oser lever les yeux sur Ézéchiel. Il tourne en rond en marmonnant, putain de confection.
Au nom de quelle promesse, au nom de quel espoir traversent-ils dans le dénuement le plus complet, forêt, savane, steppe, désert, montagne, océan, pluie et neige, pour venir planter leur cochonnerie ici? Puis avec une soudaineté théâtrale, il plonge son regard dans celui d'Ézéchiel. Ses yeux implorent, cherchent à comprendre qu'est-ce qu'on leur a fait. Vous le savez, vous, petits, ce qu'on leur a fait? Monsieur de Montfaucon, jeudi vous viendrez à la kermesse de résistance. Non. Votre mère s'inquiète pour vous, vous savez. Depuis que vous avez abandonné l'école, vous ne sortez plus de cet appartement et votre pauvre mère se fait beaucoup de soucis. Surtout depuis que votre sœur est partie sans laisser d'adresse. Est-ce que vous avez une idée de où elle est partie? Laisse Sorachile en dehors des élucubrations. Jeudi, il y aura du monde de tout âge, des jeunes gens, des jeunes filles. Allez, venez, ça vous distraira. J'ai affaire, monsieur de Montfaucon. Le premier demi sera offert par le nouveau propriétaire. Je n'aime pas la bière. Prévenez votre mère. Et Ézéchiel referme la porte pendant que le fils de la Polonaise dévale les escaliers. Il observe un moment la lettre pour sa mère, recto verso, en se demandant s'il doit la déchirer ou la brûler. Il craque une allumette et la brûle. Ils arrivèrent à 7 dans l'après-midi, mon premier vrai voyage. Certes, son père, afin de les présenter sa mère, Sorachile et lui, à ceux de son village, les avait emmenés en Côte d'Ivoire. Mais il n'était alors qu'un enfant, 2 ans, 3 ans tout au plus. Aussi ce voyage dont son esprit ne gardait aucune trace n'a-t-il jamais eu lieu. Ils ne prirent pas le temps de visiter Sète et allèrent directement au bord de la mer après un simple détour par le Saint-Clair. Ézéchiel ne fut pas impressionné par la Méditerranée et demanda à Melsa où étaient passées les grandes vagues sur lesquelles filaient les surfeurs qu'il regardait souvent à la télé. Melsa lui expliqua que les vagues de la Méditerranée n'étaient pas hautes et que pour voir des vagues vraiment impressionnantes, il fallait plutôt aller sur la côte atlantique du côté de Biarritz. La plage était déserte à cette période de l'année. Maximilien se déshabilla, révélant un corps beaucoup plus amaigri que ne laissaient deviner les vêtements, et alla se jeter dans l'eau glacée. « Quel fou !» fit Melsa. « Si le cœur vous en dit, allez vous baigner. Moi, je ne mettrai pas un orteil dans cette eau. » Je lui répondis que je ne savais pas nager. Ils s'assirent dans le sable et restèrent un moment silencieux à regarder Maximilien faire brasse, dos crawlé, papillon. « Il faudrait qu'on vous apprenne à nager. » Ézéchiel répondit que même s'il avait su nager et que l'eau n'avait pas été aussi froide, il serait resté à côté d'elle, le seul endroit où à chaque instant je désire être. Silence. « Vous m'avez promis de me parler de votre père, de votre mère, de votre père surtout, de ce qui lui est arrivé pendant que, dans le sable, les doigts d'Ézéchiel rampaient jusqu'aux extrémités des doigts de Melsa. Elle serait dit de surprise, sans pour autant retirer sa main, puis tourna son regard dans la supplique des yeux d'Ézéchiel. Elle souriait. « Pardon, je ne sais d'où m'assiège à chaque instant ce tyrannique désir de vous toucher. » Elle souriait. « Pas vraiment toucher, vous effleurer. » Elle souriait. « Du bout des doigts, vous effleurez. » Elle souriait. « Encore et encore, vous effleurez. » Elle souriait. « Je ne sais, Melsa, d'où m'assiège ce désir. » Pardon. Cependant que de l'eau, Maximilien leur faisait de grands signes de le rejoindre.
Le lycée, c'est vraiment fini? Non, fini, terminé. Mais je me suis remis à la lecture. Ah oui? Et vous lisez? Toutes sortes de choses. Là, je lis Place des Fêtes. C'est mon premier roman africain de Sami Tchak du Togo. C'est bien? À moins qu'il ne soit tchadien. Vous aimez? Je ne comprends pas tout. Je ne suis qu'au début. Ça parle d'identité, de son adolescence peut-être. Je n'en suis qu'aux premières pages. C'est marrant, enfin je veux dire joyeux. Un peu compliqué des fois, mais ce n'est pas grave. Parce que le vrai sujet du roman, c'est la langue. Parler comme si on faisait l'amour. Ça doit être compliqué d'écrire aussi simplement. Vous me le prêterez? Dès que j'aurai terminé. Puis tous deux tournaient leur regard vers Maximilien. Du bout des doigts, Ézéchiel caressait le dos de la main d'Emelsa. Annulaire, auriculaire, annulaire, médus, annulaire, médus, index, pouce, auriculaire, médus, pouce, index, annulaire, les dunes des jointures auriculaires, annulaire, médus, index, pouce, les jointures, le poignet. J'ai toujours eu peur, je ne sais pas trop pourquoi, de vous le dire. Vous êtes tellement belle, Melsa, que c'en est suffocant. Belle aussi au-dedans. Et il retourna la main. Melsa laissa faire. Ligne de chance, mont lunaire, ligne de tête, mont de Vénus, ligne de vie, mont de Jupiter, mont de Saturne, mont d'Apollon, mont de Mercure, ligne de cœur, index, pouce, index, médus, annulaire, auriculaire, ligne de chance. Plus je vous regarde, plus à nouveau je crois en Dieu. Le profil de Melsa souriait, pendant que sa main vient à ma main. La retourne, de l'index à la manière d'une petite fille qui trace des lignes dans le sable. Elle redessine les lignes de ma main, sans me regarder. Elle a les yeux rivés sur Maximilien, et elle sourit. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte. La main de Melsa grimpe le long de mon bras, sur la pointe de ses doigts. La petite bête qui monte jusqu'à l'épaule. Elle ne me regarde toujours pas. Des deux bras, Melsa fit de grands mouvements d'essuie-glace à Maximilien. Maximilien arrêta de nager, elle lui signifia que le temps filait. Ses doigts reviennent se poser sur mon épaule. Ils restent là un moment sans rien faire. Ils attendent de moi une réaction, une réponse. Que je me retourne vers elle pour voir de quel sourire mûrit son profil. Que je pose ma main sur sa joue pour orienter son visage vers moi. Que je pose ma main sur sa cuisse. Mais je n'esquisse aucun geste. Je n'ai pas envie qu'elle se retourne vers moi et voie le trouble dans lequel me plonge l'attente de ses doigts sur mon épaule. Ma respiration est soudain désordonnée. Je regarde droit devant moi la mer, Maximilien. Je parie que vous ne connaissez pas la montagne. La prochaine fois, si vous le désirez, nous vous emmènerons, Maximilien et moi, à Ranjouette, dans les Pyrénées. Ensuite, nous passerons par Biarritz, pour que vous assistiez à l'envol des vagues de l'Atlantique. Doucement, les doigts, l'index et le majeur se mettent à danser. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Danser, de plus en plus vite et danser. Une petite danse comique, comme dans ce film de Charlie Chaplin. La rue est vers l'or, ou la lumière de la ville, peut-être Charles fait la noce. La danse des petits pains, claquettes d'index et de majeur sur mon épaule. Maximilien. Les doigts s'immobilisent, plantés dans mon épaule, à nouveau à attendre que. Mais rien. Alors la petite bête descend, 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 jusqu'à ma ceinture. Papa était maçon. Les doigts attendent. Il a travaillé dans la même entreprise pendant 37 ans. Il est tombé d'un échafaudage. Les doigts attendent. Dans le coma.
Il n'en est jamais ressorti. 7 mois, ça a duré. Les doigts attendent. Toute sa vie n'a été qu'un long coma de travail et de silence et d'effacement. Les doigts se mettent à danser sur la boucle de ma ceinture, la petite danse comique de tout à l'heure, lentement. Je n'ai jamais su ce qu'il pensait des choses, de la vie, de la mort, enfin des choses, ni pourquoi et comment il était arrivé en France, s'il était heureux de sa vie ici, ou si la France n'était qu'un simple échouage. Dès qu'on abordait ce chapitre de sa vie, il se murait dans un silence qu'on n'observe que chez les personnes revenues de la guerre. Des pas légers sur la boucle de la ceinture, à peine perceptibles. Papa m'a toujours paru lointain, une vie comme échouée. On s'est très peu parlé. On parlait sport, le foot, avec d'infinies précautions, presque en apnée, comme si elle désamorçait une mine. Melsa défait ma ceinture. Il disait aussi et très souvent que le jour où la vie le trahirait pour le livrer à la mort, qu'on ramène sa dépouille dans son village, en Côte d'Ivoire. Autrement, c'était presque tout le temps le silence. Je l'admirais de ne presque rien savoir de lui. Une espèce de héros du silence. 1, 2, 3, 4. L'un après l'autre, les 4 boutons s'écartent devant les doigts de Melsa. Maximilien. Jamais eu d'altercation avec qui que ce soit. Jamais pris part à une grève. Jamais réclamé ni augmentation ni promotion. Que le travail et le travail. Comme une pénitence, pendant que la petite bête se glisse, se glisse, se glisse. L'entreprise a été, humaine. Pendant que les doigts de Melsa s'enroulent autour de mon attente, 37 ans quand même, d'effacement et de silence. Pendant que Melsa sourit toujours à la mer, les doigts batifolent autour de mon impatience. L'entreprise l'a placé dans une clinique privée du 7e arrondissement. Attention, on ne peut pas être plus tendu. 4 mois après, sans aucune amélioration, les médecins et l'entreprise ont proposé à Mère de l'installer à la maison. La main de Melsa s'est comme détachée d'elle. Il disait que beaucoup de personnes n'étaient sorties du coma qu'une fois installées chez elle, entourées de l'affection et de l'amour des leurs. L'amour, c'est peut-être ce que nous n'avons pas su donner à papa. La main va et vient, délicate et fluide, tout au long de ma tension, la prière. Je ferme les yeux. Malgré Maximilien. Ils sont donc venus installer papa chez nous, au milieu de tout un appareillage. Des infirmières, des médecins, de temps à autre, venaient vérifier si les appareils fonctionnaient bien. Pendant que la main va et vient, l'entreprise a tout payé. La main va et vient. Tous les jeudis, je revenais de l'école avec l'équipe et je lui lisais. Va et vient. C'est tout l'amour que j'ai pu lui donner. Ces derniers temps, j'ai pris mécaniquement. Où ai-je lu cela? Ce type qui a tenu une cadence de 25 coups en 10 secondes pendant 20 minutes. 3000 va-et-vient en 20 minutes. J'ai fait le calcul. 3 mois après qu'on l'eut ramené à la maison, papa était toujours enfermé dans le coma. Alors, notre mère nous a fait part de sa décision de le débrancher. 25 coups en 10 secondes. Étrangement, ce jour-là, je me suis senti soulagé, léger, pour papa, soulagé que la vie le délivre enfin du poids de son silence et de son échouage, peut-être de son échouement. Soulagé pour Sorachile aussi. Elle passait des heures à le veiller et à lui murmurer à l'oreille les quelques mots d'Agni, la langue maternelle de papa, qu'elle savait. Elle s'était même rapprochée de la communauté Agni Ndénié pour apprendre 3 petites chansons qu'elle lui chanta jusqu'au dernier jour. 3000 va-et-vient. Ce chiffre m'a anéanti. 3000. Que de souplesse, que d'endurance, que de vélocité. Depuis, à force de courir après ce record, j'ai perdu tous les fondamentaux de la méditation,
Je me suis déréglé, mais voilà que Melsa me remet dans le sens de la prière, sereinement, presque au ralenti, ses doigts reconstruisent en moi le désir. Maximilien. De nous trois, c'est Sourachilé qui a le plus donné. Elle était en quelque sorte clouée à son coma. Soulagée pour notre mère surtout, car quelques jours après l'accident, elle s'est mise à débloquer, comme disait Sourachilé. Chaque matin, elle se levait et se rendait à son travail, bien que, depuis 2 mois, elle fut au chômage, suite à la délocalisation en Roumanie, peut-être en Albanie, de la fabrique de fleurs artificielles qu'il employait. Soulagée parce que, enfin libérée du poids de ce corps qui n'était ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant, je l'espérais reprendre pied dans le réel. Elle nous a proposé de l'accompagner pour les obsèques, mais ni Sourachilé ni moi ne nous sentions la force d'un tel voyage. Melsa retire sa main de l'attention de ma prière au moment même où j'ouvre les yeux. Elle tourne enfin son sourire vers moi. « Votre moustache, ça commence à le faire. » Du regard, je la supplie d'eux, sans me quitter des yeux. Elle se couche dans le sable, sur le dos. Lentement, comme si elle s'effeuillait, elle ouvre son manteau sur un t-shirt blanc qui darde la sensualité agressive du bout de ses seins. Le petit béco. Le jour où maman l'a raccompagnée en Côte d'Ivoire, un jeudi, j'ai traîné au lycée pour ne pas avoir assisté à la levée du corps. Je savais que l'avion était pour 13h. Je suis revenu à la maison aux alentours de 19h avec l'équipe. Je suis entré dans sa chambre et j'ai lu le journal devant le lit vide, tout le journal, même les pages concernant des sports dont il ignorait l'existence, le badminton ou le curling par exemple. Le lendemain, je ne suis pas retourné au lycée. Avant que ma tête ait le temps de penser quoi que ce soit, je déchire le t-shirt, j'arrache la culotte, Melsa sourit. Me porter sur la crête de mon incandescence pour finalement... Ah non, ça non. Ma brusquerie ne l'offusque pas, ni même ne la surprend. Melsa contrôle. C'est elle qui m'a aiguillonné jusqu'à cette brutalité. C'est ainsi qu'elle me désire. Elle me tient. Le sourire canaille, elle ouvre lentement les jambes, un éventail. Des infirmières, des médecins de temps en temps, au mi-temps des cuisses, au fond de son secret écarlate, un œil. Je ne suis plus retourné au lycée. L'œil de mère qui me regarde. Mes paupières aussitôt se rabattent l'une sur l'autre. Depuis me hante le silence de mon père et une image. Celle de cette femme blanche éplorée auprès du corps de cet homme noir, au cœur d'un petit village africain. Dans le sable, l'œil de mer. Dans le ciel, l'œil de mer. Dans l'eau, l'œil de mer. Partout, l'œil de mer, malgré les paupières closes. Dans chacun de mes yeux, l'œil de mer. Cette femme blanche éplorée auprès du corps de cet homme noir. Je respire de plus en plus vite, mon pouls bat de plus en plus fort. J'entends la musique oppressée de mes tempes. La plage, la mer, le ciel, tout autour de moi tournoie à une vitesse, jusqu'au flou. Mon père était maçon. Je porte mon regard ailleurs, vers la poitrine de Melsa. Notre mère n'a plus été la même à son retour, absente. Elle qui auparavant était si gourmande de vie, curieuse de tout, se liant très facilement d'amitié, organisant fêtes et collations comme si elle voulait être heureuse pour eux deux, assumant pour elle et lui cette grâce d'être en vie que papa, lui, regardait son silence écrasé. Ses seins, elle n'a plus été la même. Ses seins avec des attaches fermes, absente de tout, comme revenu investi de son silence, ses seins juste faits pour tenir dans mes mains. Je ne suis plus retourné au lycée. Cet téton turgescent et souple qui défie le bout de ma langue, mais surtout des aréoles, le rose des aréoles, oh mon Dieu, ce rose. Dans l'eau, en compagnie de Maximilien, les voisins, le couple de Chinois qu'elle n'a toujours pas invité à la maison. Ils ne connaissent personne. J'ai pensé que ça les distrairait la mère. Sa voix était éraillée.
de lassitude abandonnée, déjà lascive de la promesse de mes yeux sur ses seins, sur son nombril, sur ses lèvres, sur cette femme blanche éplorée auprès du corps de cet homme noir. Ma bouche pose un baiser entre ses seins. Cette fois, elle ne me menace pas de crier. Mère a un sourire rose. Mes dents s'enfoncent dans le sein de mère, tranquillement, avec la même méticulosité que Melsa tout à l'heure pour la ceinture et les boutons, sans brusquerie, pour qu'elle ait tout le temps d'explorer la volupté de la morsure. Mère ne crie pas, du vermeil dans ma bouche. Ma langue porte le sang du sein jusqu'à la langue de mère, onctueusement. Mère est rose. Mère me tend l'autre sein. J'y plante les dents, à nouveau jusqu'au sang. Mère ne crie pas. Mère est rose.